Décolletage, de l'indémodable propension à l'exhibition des seins. D'après Les seins dans l'histoire, paru en 1903. Que ce soit au Moyen-Âge avec le lancer d'habits les plus intimes de la part de dames assistantes au tournoi, au XVIe siècle avec une fête des innocents donnant lieu à des jeux qui l'étaient bien moins, durant la Régence avec les fêtes d'Adam, sous le Directoire avec les vêtements imitant le linge mouillé, ou encore sous l'Empire avec la mode des vêtements légers et transparents, le décolletage de jeunes femmes exhibant leur poitrine à l'occasion de fêtes publiques ou de festins fait l'objet de récits fleuris de la part des chroniqueurs du temps. Froissart raconte en ses chroniques qu'à l'entrée de la reine Isabeau de Bavière, 1389, qui passe pour avoir inauguré en France le décolletage, ce sourire du corsage qui fait la joie des yeux, on avait dressé à la porte Saint-Denis un échafaud, sur lequel était assise une femme allaitant un petit enfant, représentant la Vierge et l'enfant Jésus. Au tournoi du Moyen-Âge, les dames, dans leurs plus beaux atours, se passionnaient pour les jouteurs en chanclot, et se dépouillaient de leurs voiles, de leurs écharpes et même de leurs coiffes pour les lancer dans l'arène. Un chroniqueur, le roi d'armes Perceforest, cite un tournoi où les femmes, dans leur enthousiasme, allèrent jusqu'à jeter à leurs chevaliers leurs vêtements les plus intimes. Si bien, dit-il, que quand elles se virent à tel point, elles furent toutes comme honteuses, mais voyant que toutes étoient de même, elles se prirent à rire, ayant donné leurs habits et joyaux de si grand cœur qu'elles ne s'apercevoient de leur dévestement, citent les beaux-arts illustrés. En 1313, Philippe le Bel, pour célébrer la consécration de ses fils dans l'ordre de la chevalerie, offrit à ses sujets des fêtes publiques et esbattements durant 4 jours. On y remarquait des ribauds dansant en chemise, Adam et Ève dans leur plus simple appareil. À une solennité semblable, où Charles VI conférait au fils du duc d'Anjou la même dignité, il y eut, dans l'abbaye de Saint-Denis, des réjouissances et représentations scéniques qui durèrent 3 jours. Entre autres divertissements, un bal de nuit masqué pour dispenser de rougir, écrit un religieux scandalisé. Le Saint-Lieu n'imposa aucune retenue, les seigneurs s'abandonnèrent au libertinage et à l'adultère. Les étalages de nudité féminine sont un des ornements les plus communs aux fêtes solennelles et entrées triomphales. À l'entrée d'Henri IV d'Angleterre dans Abbeville, en 1430, des jeunes filles, au naturel, représentèrent des sirènes se jouant dans des bassins. De même pour l'entrée de Louis XI à Paris, le 31 août 1461, à la fontaine du Ponceau, 3 sirènes, dit Jean de Troyes, toutes nues, et leur voyoua-t-on le beau tétin droit, séparé, rond et dur, qui estoie chose bien plaisante, dont le témoignage est retranscrit dans le grand dictionnaire universel du XIXe siècle. Cette fontaine est transformée en jardin à la réception de Marie d'Angleterre, seconde femme de Louis XII. Dedans le dit jardin étoie 3 pucelles, beauté, liesse et prospérité, et elle apporte aux peintres 5 autres pucelles, France, paix, amitié, confédération et Angleterre, toutes vêtues de soleil. Au vieux roi on présente une dame veuve montrant ses mamelles. Que représentait cette dame et pourquoi veuve? Le 17 juin 1491, pour l'entrée de Charles VIII dans Abbeville, des pucelles figurent le moyen estat, bourgeoisie, la ville, et la Vierge allaitant un enfant, le dauphin, qui mourut peu après en bas âge. D'après Houdois, le roi Henri II fut reçu, devant le Châtelet, par une Minerve en effigie, portant des fruits de sa main droite, et, de sa gauche, elle espreignoa sa mamelle, d'où sortait du lait, signifiant la douceur qui provient des bonnes lettres. À l'entrée d'Henri IV dans Amiens, 3 jeunes nymphes, avec le costume approprié, jettent au roi des fleurs et disent quelques vers à sa louange. L'Allemand Burchard, maître des cérémonies au Vatican, sous le pontificat d'Alexandre Borgia, nous a laissé dans une page de son journal, Diarium, un aperçu des divertissements auxquels se plaisaient le pape et la duchesse Lucrèce, sa fille. Le dernier dimanche du mois d'octobre, sur le soir, le duc de Valentinois donna un repas, dans sa chambre au palais apostolique, où assistaient 50 courtisanes, honnêtes dames de plaisir. Après le repas, elles dansèrent avec les serviteurs et tous ceux qui étaient là, habillés d'abord, puis nus. Ensuite, les tables étant enlevées, on posa des flambeaux par terre et on jeta autour des châtaignes que les courtisanes allaient ramasser nues, marchant sur les pieds et sur les mains, passant et repassant au milieu des candélabres allumés. Le pape, le duc de Valentinois et sa sœur Lucrèce étaient à ce spectacle et le regardaient. Ces courtisanes, attachées publiquement à la cour pontificale, d'où leur nom italien, cortigiane, habituées de la cour, devenu par la suite le nom générique de toute une classe de femmes, n'étaient pas à proprement parler des prostituées.
Le mot de courtisane, dit H. Estienne, est le moins déshoneste synonyme de putain, a pris son origine de la cour de Rome, à savoir des premières dévotes qui fréquentoient plus que très familièrement, jour et nuit, avec les prélats de Rome. Voilà pourquoi Burchard les appelle honnêtes. L'abbé et seigneur de Brantôme raconte qu'à la cour de France, on donnait parfois des séances de prestidigitation, au milieu desquelles apparaissent les plus belles dames, nues comme Ève, et dans les poses les plus séduisantes. Bouchot, dans Les femmes de France, rappelle, avec l'anecdote précédente, que le jour des Innocents, on allait surprendre les femmes au lit pour leur donner le fouet. Dulord, dans des divinités génératrices, s'est étendu longuement sur les abus de cette joviale coutume. Clément Marot fait allusion à cet usage dans la menace épigrammatique qu'il adresse à la volage Marguerite de Valois. « Très chère sœur, si je savoie où couche vostre personne au jour des Innocents, de bon matin, j'irois à vostre couche, voir ce gent corps que j'aime entre 500. Ah donc que ma main veut l'ardeur que je sens, ne se pourroit bonnement contenter, sans vous toucher, tenir, taster, tenter. Et si quelqu'un survenoit d'aventure, semblant feroit de vous innocenter. Ce roi ce pas, honeste couverture? » Anthony Meuret ajoute qu'à ces anniversaires licencieux, on absolvait les fornications et les adultères. Aussi s'empressait-on de commettre ces péchés quelques jours avant la sainte fête pour avoir le bénéfice de ces absolutions. Les innocents étaient donc le prétexte de jeu qui ne l'était pas toujours. Dans une des fêtes de Chenonceau que Catherine offrit à Henri III en 1577 et qui coûta 100 000 francs, le service fut fait par les dames de la cour à moitié nues et ayant leurs cheveux épars comme les nouvelles espousées. La soirée se termina par la représentation d'une de ces farces italiennes qui, au témoignage de l'Estoile, n'enseignent que paillardise. Henri III, en sa qualité d'affilié à l'une des confréries de pénitents appelées les battus, abusait de la flagellation. Il lui prit un jour fantaisie d'aller fouetter le garde des sceaux de Morvilliers. Une autre fois, en compagnie de Charles IX, il va au quai des Augustins, à la demeure de mademoiselle de Nantouillet, pour la fouetter. Était-ce à l'époque des Innocents? Au dire du garde des sceaux du Vair, le prince fit donner assignation à toutes les plus célèbres de Paris, qu'il invita à Saint-Cloud, et les fit mener dans des carrosses, où, étant, il les fit dépouiller toutes nues dans le bois, puis fit aussi dépouiller tout nus les Suisses et les y lâcha à la chasse, voyant le plaisir. À Douai, le 3 septembre 1662, pour la translation, dans l'église des Recollets, des reliques de saint Prosper, une estrade, entre autres, élevée dans la basse rue, devant la porte de mademoiselle Léonore, présentait le théâtre d'amour ou les vanités du monde. Des courtisanes étalaient et offraient leur charme, par dérision des pauvres dévotes qui n'avouaient pas d'autre amant que Jésus. Sur la place publique, c'était la tentation de Saint-Antoine, avec toutes les exhibitions de la chair féminine que comporte ce spectacle. Sous la Régence, en 1722, le duc d'Orléans inventa les fêtes d'Adam, qui se célébraient à Saint-Cloud et où les compagnons de joie étaient costumés en peau. Suivant Richelieu, on y amenait de nuit et les yeux bandés des femmes publiques. Le régent et ses roués portaient le masque. Ou bien on faisait répéter les ballets de l'opéra aux jeunes choristes des deux sexes, en costume de nos premiers parents. Madame de Caylus, dans ses mémoires, rappelle les bruits qui circulaient sur les soupers où le régent et sa fille, la duchesse de Berry, s'enivraient en commun, et la fameuse séance de peinture où la duchesse posa toute nue devant le duc d'Orléans. La Guimard, qui fit tant de passion, dansait sans voile devant ses adorateurs en catimini. Elle écrivait un jour au prince de Soubise. « Un soir, souvenez-vous-en, vous avez voulu, j'allais m'endormir, que je danse une gargouillage dans le plus simple appareil. C'était ridicule pour moi, plus encore que pour vous, pourtant j'ai dansé. » Ses admirateurs, dont un évêque in partibus, Monsieur de Jarente, la comparait aux trois grâces réunies. Sous le Directoire, la licence de la mode ne le cède pas à la dissolution des mœurs. C'est le triomphe de la ligne courbe et du nu, entrevue sous les étoffes transparentes. En plein hiver, on porte des robes de linon. Nos jeunes femmes, écrit madame de Genlis, dans une critique de la toilette des merveilleuses au Longchamp de 1797, ne veulent plus porter maintenant qu'une simple mousseline bien claire et sans apprêt. Avant tout, les vêtements d'aujourd'hui doivent ressembler à du linge mouillé, afin de coller plus parfaitement sur la peau. J'espère qu'incessamment, elles se montreront en sortant du bain, afin de dessiner encore mieux les formes. Sous le Consulat et l'Empire, à la mode grecque succède la mode romaine, la nudité étant toujours regardée comme le plus élégant accessoire du vêtement.
À un bal de la duchesse de Berg, la reine Hortense avait organisé un quadrille de Vestale. L'opéra de ce nom faisait alors fureur, et tout était à la Vestale. La reine de Hollande figurait dans son quadrille avec le costume d'une prêtresse vouée à la chasteté, malgré une grossesse de 8 mois. Elle portait alors dans son sein le futur Napoléon III. En 1811, raconte Georgette Ducrest, à un bal travesti des Tuileries, la même souveraine parut en péruvienne, se rendant au Temple du Soleil. Son élégante tournure ressortait admirablement sous un vêtement tellement léger qu'il semblait alourdi par les flexibles plumes de marabout dont il était orné. À ce bal, Marie-Louise avait adopté le costume de cauchoise, nourrice sèche, qui convenait parfaitement à l'ampleur de son corsage. Les dames de la cour et de la haute société du Second Empire n'eurent rien à envier à celles du premier, dont elles restaurèrent, ou peu s'en faut, les modes audacieuses. Ces grandes dames, dont Eugène Pelletan disait qu'elles dansaient en costume abrégé, connaissaient sans doute le mot de Prosper Mérimée à une couturière en renom de la rue de la Paix. Il n'y a que le nu qui habille. Dans ses lettres à une inconnue, le même romancier, familier de la cour impériale, parle en ces termes d'un bal donné à l'hôtel de la duchesse d'Albe, sœur de l'impératrice. On était décolleté d'une façon outrageuse, par en haut et par en bas aussi. Il y avait des anglaises incroyables. La fille de Lord qui est charmante était en nymphe, dryade ou quelque chose de mythologique, avec une robe qui aurait laissé toute la gorge à découvert si on y eût remédié par un maillot. Cela m'a semblé aussi vif que le décolletage de la maman dont on pénétrait tout l'estomac d'un coup d'œil. La princesse Mathilde était en nubienne, peinte en couleur bistre très foncée, beaucoup trop exacte de costume. La belle comtesse de Castiglione fit sensation à un bal costumé du ministère de la Marine où on la vit paraître presque sans voile sous les atours de Salammbô. On put admirer tout ce qu'il n'est pas d'usage de montrer dans les salons, rapporte madame Carrette dans Souvenirs intimes de la cour des Tuileries. Il est peu de fêtes où elle n'est éveillée, par un savant déshabillage, toutes les jalousies féminines. Horace, de Vieille Castel, décrit en détail dans ses mémoires le costume de dame de cœur que la comtesse portait à une autre soirée de la marine, et il termine par cette remarque indiscrète. La fière comtesse n'a pas de corset. Sa gorge, qu'entourait, sans rien en masquer du reste, une légère gaze, est vraiment admirable et se dresse fièrement. Les costumes féminins des bals de l'opéra avaient et ont encore des corsages réduits à leur plus simple expression. Quelques-uns même une simple ceinture. Voici une anecdote d'Arnold Mortier, 1843-1885, qui se serait passée à l'une de ces réunions chorégraphiques en janvier 1877. Dans une loge d'entre-colonnes du second étage, d'autres fées du maillot prennent les poses les plus gracieuses et les plus provocantes. Un Pierrot malin vide un sac de dragées dans le corsage excessivement ouvert d'une jolie laitière. La salle entière acclame ce haut fait. « Rendez les dragées !» crie-t-on de toutes parts. À la toute fin du XIXe siècle, les organisateurs des bals des Quat'Arts au Moulin Rouge et du Courrier français à Trianon, en quête d'inventions originales et d'attractions sensuelles et sensationnelles, imaginèrent un défilé des ateliers dont Ernest Lhôte fit une description complète, dans le programme offert aux visiteurs de l'exposition de 1900 par les bonshommes Guillaume. Nous ne retiendrons que les numéros les moins vêtus de ce cortège fameux. Voici, porté par des esclaves, le palanquin sur lequel une merveilleuse Cléopâtre, presque nue sous la résille aux mailles d'or et d'azur, est étendue immobile, en une pose alanguie et lascive aux pieds d'Antoine. Sous le vol lourd des éventails, elle semble en extase, tandis que, autour d'elle, des jeunes filles au corps superbe, à demi voilées sous des flots de gaz, balancent les guirlandes fleuries et les cassolettes, où se consument les plus doux parfums de l'Orient. Après l'Égypte, Rome. Des légionnaires entourent des martyrs chrétiens. Des esclaves traînent une cage de fer où un lion énorme s'apprête à dévorer les deux jeunes martyrs, toutes nues, sous les flots de leurs longues chevelures. Mesples, dans une composition magistrale, qui est en quelque sorte la synthèse de ces voluptueuses manifestations d'art et de jeunesse, a groupé en un grouillement échevelé qui donne le vertige tous les personnages marquants de ces mémorables cortèges, avec leurs costumes plutôt atténués. Un autre dessin de E. Barset, paru dans le Tutu, est comme un écho au bal des Quat'Arts de janvier 1901. Ces fêtes, que tout Paris voulait voir, étaient très fermées. Seul le monde des artistes y était admis, et sur invitation personnelle.
Quelques étrangers s'étant introduits, sans carte, au bal des Quatsars, ont pris ce prétexte pour exercer des poursuites, au nom de la morale outragée, contre l'organisateur, le peintre Guillaume, et la magnifique Sarah Brown, le modèle des modèles qui figurait Cléopâtre. Moins heureuse que Phryné, dont les charmes désarmèrent les Héliastes, Sarah Brown se vit condamnée par un tribunal français à 3 mois de prison. En 1901, chaque semaine, le samedi, il y avait en hiver au Moulin Rouge, en été au Jardin de Paris, des redoutes publiques où l'on voyait défiler le cortège de Vénus en route pour Cythère, nymphes et sirènes, l'amour et les fleurs, etc. Mais les personnages de ces cortèges symboliques étaient moins court vêtus et des maillots couleur cuisse de nymphes émues atténuaient et estompaient la vigueur de la carnation. Les bals du courrier français offrirent des fêtes du même genre, où défilaient les professionnels du nu, sans compter d'autres attractions alléchantes, telles que tableaux vivants, poses plastiques, concours de seins. Dans les tableaux vivants, de jeunes et jolies filles représentaient les héroïnes du tableau de Bayard, Duel de femmes, et montraient aux spectateurs émerveillés les splendeurs de leurs torses. Sous ce même titre, on joua à l'Olympia une pièce écrite tout entière en vue du tableau final, reproduction de la même peinture, mais la censure interdit aux 2 adversaires de montrer à nu leur poitrine.